Chers abonnés, je vous salue. Alors aujourd'hui, nous continuons avec le risque de non-conformité. Tout récemment, nous avons traité un cas pratique sur le KYC personne physique. Donc aujourd'hui, nous allons parler du KYC personne morale. Alors, nous avons défini c'est quoi le KYC. Le KYC, c'est l'ensemble, on désigne l'ensemble des procédures qui permet de collecter des informations afin d'identifier le client. D'accord? Voilà, ça c'est la définition de manière, voilà. Bref, c'est ça la définition, ce que vous pouvez retenir. Alors, nous avons parlé, on a traité un cas pratique, c'était pour un compte qu'on a ouvert sans recueillir les informations, c'est-à-dire il y avait des pièces que la banque n'a pas exigé au client avant d'entrer en relation avec ce dernier. Alors, dont nous avons parlé, c'est ça, ce qu'on appelle le risque de non-conformité, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté les exigences de la COBAC en matière d'identification des clients. Alors, ce qu'on avait traité récemment, c'était pour le cas d'une personne, un salarié, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, qui vient dans une banque pour ouvrir un compte. Alors, c'est ça, on va l'exiger, c'est le document que nous avons eu à parler, la pièce d'identité, le compte, la pièce d'identité, deux cartes photo, le contrat de travail, le bulletin de salaire si c'est un fonctionnaire. On va lui demander les factures pour justification de revenus. Le bulletin de salaire, c'est pour justifier les sources du revenu, parce que connaître un client, c'est connaître également ses sources de revenus. Donc, c'est ce que nous avons développé tout récemment. Voyez, et ça varie en fonction des clients en face. Voyez, par exemple, pour identifier par exemple un commerçant, on ne va pas exiger les mêmes documents que quelqu'un qui vient, par exemple, qui est un salarié qui vient ouvrir un compte dans une banque. Il n'y a pas les mêmes documents, on ne va pas exiger les mêmes documents. Par exemple, pour un commerçant qui a une activité commerciale, qui vient ouvrir un compte, voyez, on va l'exiger toujours la pièce d'identité, la facture de carte photo, la facture d'eau, d'électricité pour justification de domicile. Bon, alors, à cela, on s'ajoute l'extrait du RCCM. D'accord? On va l'exiger, on va lui demander de présenter un extrait du RCCM. On va également l'exiger de présenter le contrat de bail. Ouais, le contrat de bail, c'est qui justifie réellement la stabilité de son activité, hein, l'implantation au niveau de la stabilité de son activité, parce que le contrat de bail joue un rôle important, d'accord, dans la stabilité de l'activité. Donc, on va exiger, par exemple, à un commerçant le contrat de bail. On ne va pas exiger le contrat de bail, par exemple, à une personne qui est salariée. Non, vous voyez, donc, en fonction des clients en face, il y a des documents qu'on peut exiger, d'accord? Donc, ça permet d'avoir le cas aussi, permet d'ailleurs à la banque de comprendre quel type de client on a en face et quel type de risque, vous voyez, on peut avoir avec ce client-là, vous voyez? Donc, c'est ça l'importance du KYC. Donc, vous devez retenir que ce n'est pas une formalité, mais c'est très très capital. Et aujourd'hui, même dans les banques, il y a des départements qui sont spécialisés dans ça, dans le KYC. Leur but principal, c'est voilà, identifier les clients. Voilà. Et en identifiant les clients, vous devez retenir qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de la technologie, même à travers le téléphone, vous devez mettre à jour vos informations. Il y a une possibilité. Parce que le cas aussi, hein, ça se met à jour, les informations se mettent à jour. Par exemple, si le client avait ouvert le compte, mais après 10 ans, par exemple, la pièce d'identité du client peut être expirée. À ce moment-là, il faut mettre à jour le KYC. Hein. Donc, il faut exiger, donc le document qui constitue le KYC doit être mis à jour.
D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, aujourd'hui, nous allons développer maintenant pour les personnes morales. Personnes morales ici, on fait allusion aux entreprises. Voilà, les personnes morales, ici, les entreprises. Alors, le cas pratique, ce que j'ai posé aujourd'hui, c'est nous allons lire ensemble la banque FM ouvre 20 comptes entreprises sans exiger les documents imposés par l'organe de supervision bancaire. Point. 3 mois après, les inspecteurs de la COBAC, constatent que plusieurs comptes font l'objet d'un carrossier incomplet. D'accord? Alors ici, dans ce cas pratique, on nous pose la question, quel est le risque? Quelle est la cause? Qu'est-ce qui a causé cela? Quelle est la règle non respectée? Quel est le règlement qu'on n'a pas respecté? Et quelle est la référence? En même temps, on demande les conséquences et les recommandations. Est-ce que par rapport à ça, quelles sont les recommandations nous devons mettre en place? Vous voyez, voilà ce cas pratique que nous allons traiter. Et voilà, le but ici, c'est en tout cas de développer, comme je dis toujours, votre capacité d'analyse. Alors voilà le cas pratique qui est là. Voilà, donc on dit 20 comptes sans exiger les documents, alors sans exiger les documents imposés. Mais quels sont ces documents? Voilà, c'est pour traiter ce cas pratique, voilà la question qu'on doit se poser. Exiger les documents imposés par l'organe de supervision. Ici, je vous ai dit, c'est la COBAC qui est l'organe de supervision de la zone CEMAC. C'est lui qui supervise les activités bancaires, mais en même temps, il peut également mettre en place des règlements et veiller à ce que ces règlements soient respectés. Au cas où cela n'est pas respecté, il peut retirer l'agrément des banques, c'est-à-dire la banque peut voir un jour son agrément être retiré tout simplement parce qu'il n'a pas respecté les règlements imposés par la COBAC. Lorsque ces règlements-là sont mis en place, cela revêt un caractère obligatoire et les banques, les établissements de microfinance n'ont pas le bénéfice de discussion, ils ne peuvent pas discuter, non, c'est un caractère obligatoire. D'accord? Donc ici, ce qui doit nous attirer sur ce cas pratique-là, c'est les documents imposés par l'organe de supervision. Ici, on sait qu'on est sur le KYC. Ce qu'on dit KYC, connaître le client. Alors, on ne peut pas connaître un client si on n'a pas identifié ce client. Voilà. Donc, on souligne les documents imposés par la COBAC. Alors, quels sont les documents imposés par la COBAC, Commission bancaire d'Afrique centrale? Voilà, on revient ici sur le règlement que nous avons eu à exploiter tout récemment. Et dans ce même règlement qui parle de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc cet article-là, si vous développez, en lisant cet article, dans l'article 26, la COBAC la COBAC met à notre disposition les documents que nous devons nous servir pour identifier un client. Et parmi ces documents, vous voyez, je l'ai mis juste en bas ici, et ces documents-là ont un rôle à jouer, d'accord? Dans ce qui concerne l'identification des clients, d'accord? Pour l'identification de personnes physiques, nous avons déjà parlé. On a déjà développé de ça, mais maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de personnes morales. En ce qui concerne les personnes morales, la COBAC a exigé que nous devons premièrement consulter le statut, vous voyez, le statut de l'entreprise. Vous voyez, le statut de l'entreprise a un rôle très capital dans le KYC dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Vous voyez, nous avons la copie
ou bien l'extrait, voilà, l'extrait du RCCM, PV de nomination des dirigeants et des personnes habilitées à signer, pièce d'identité des mandataires et des dirigeants, justification de localisation dans d'autres banques. Vous verrez qu'on va vous demander aussi la licence, autant pour moi, la licence. Vous voyez, on va nous demander également les photos des dirigeants. Photo, format, identité. D'ailleurs, la COBAC l'exige. Format, test d'identité. Voilà. Donc, ce sont ces documents-là que la COBAC exige pour pouvoir bien mener le cas aussi. Vous voyez? Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. Maintenant, pour pouvoir connaître l'importance, parce que ici, comme vous voyez ici, j'ai numéré ici. On va mettre ici. On va faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il y a aussi des photos. Donc, ici, comme vous voyez ici, chaque document a un rôle à jouer. D'accord? Dans ce qu'on appelle le KYC. Chaque document ici a un rôle à jouer. D'accord? Tel qu'ici, ce que vous voyez, ici, je tiens, c'est un statut de la société. D'accord? Ici, c'est un statut de la société. Voilà ce qu'on a mis ici, un statut de la société. Alors, ce statut, son rôle, c'est lui également, c'est une organisation, ça montre. Okay? Le rôle du statut juridique, ça permet de connaître comment la société fonctionne, comment est organisée la société. D'accord? Et quels sont les actionnaires ou les sociétaires, c'est-à-dire ceux qui ont créé cette société. Donc, en consultant le statut juridique, vous pouvez avoir une idée sur l'organisation de cette société, comment est organisée cette société, comment est structurée cette société, comment fonctionne cette société. Voilà l'importance du statut juridique. Et le statut juridique doit respecter les exigences de l'acte uniforme OHADA. Raison pour laquelle, même pour l'élaborer, par exemple, les associés, les associés ou les actionnaires peuvent eux-mêmes aussi rédiger le statut juridique, mais plus souvent, il est recommandé d'aller auprès d'un expert comptable ou bien auprès d'un notaire ou d'un avocat, vous voyez, parce que l'avocat, c'est une personne qui maîtrise le droit OHADA, donc il est bien placé pour pouvoir rédiger afin de respecter les normes du droit OHADA en matière de statut juridique. Donc, c'est un document très capital dans le cas aussi, parce qu'en consultant le statut juridique, vous voyez ici, vous avez toutes les informations sur les associés d'une société. Vous voyez, vous avez toutes ces informations, vous avez même la nature juridique de la société, donc les sociétés SA, il y a les sociétés charges, les sociétés unipersonnelles, il y a plusieurs formes juridiques de sociétés. Les sociétés, il y en a plusieurs. Alors, vous avez également la dénomination, le cycle, voilà. Donc, en consultant, vous allez avoir des informations sur la société. Donc, ça permet de connaître la société, vous voyez, l'objet social, le but, l'activité principale de la société. Okay? Et également ici, vous allez voir le siège social de la société. Si le siège se trouve à Brazzaville ou à Pointe-Noire, il sera également énuméré dans le statut juridique. Et vous aurez également la durée de vie. D'accord? Une société a une durée de vie comme une personne telle que vous. Et un enfant vient au monde, okay? Un enfant naît, quelques jours après, on se dirige à la mairie pour déclarer la naissance de l'enfant. Après quelques jours, c'est l'acte de naissance de l'enfant. Vous voyez, c'est la même chose avec les entreprises. D'accord? Et je veux comprendre, il y a
il y a une différence entre une entreprise et une société. D'accord? Donc, une entreprise n'est pas forcément une société. Mais une société est une entreprise à la base. D'accord? Donc, quand on parle de société, c'est la forme juridique que prend cette entreprise. D'accord? Il y a des entreprises qui ne sont pas des sociétés. D'accord? Donc, c'est très important. Mais on aura le temps lorsque nous allons aborder le droit des sociétés. Peut-être que nous allons en parler. Donc, voilà, nous revenons ici. Donc, dans le statut juridique, vous allez voir la durée de vie. La durée de vie d'une société, c'est 99 ans. D'accord? Et on tient compte la date de naissance à partir de son immatriculation. Vous voyez? C'est là où ça vient l'importance du RCCM. Vous voyez, le RCCM, en consultant le RCCM, vous pouvez connaître la date de naissance. C'est comme une personne, comme je viens de le dire. D'accord? La société également, c'est dans la même logique. Donc, raison pour laquelle il faut connaître l'importance du statut juridique. En même temps, vous aurez les apports. Les apports, c'est ce que les associés, les actionnaires ont décidé, les associés ont décidé de mettre en place pour la création d'une société. Donc, pour arriver à créer une société, hein, les actionnaires possèdent ce qu'on appelle les apports en nature. Les apports en nature, c'est parce que par exemple, j'ai un terrain, on veut créer une entreprise, je n'ai pas de fonds, vous voyez, mais je peux mettre en place ma parcelle. Ouais, je contribue à la création. Mais je dis, bon, pour créer une entreprise, mais moi j'ai un terrain là-bas, on peut exploiter mon terrain voilà, pour monter l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apport en nature. L'apport en numéraire, c'est l'argent que je mets. Voilà, je dis, bon, on va créer, on a déjà un terrain, mais moi j'ai 100 000 là, je crois, oui, j'ai 100 millions là-bas. On peut commencer avec les travaux. Je prends les 100 millions, je mets en place et on construit le bâtiment. Et il y a un aussi qui est stratège, qui a des stratégies, qui maîtrise le domaine, il vient apporter son expertise, c'est ce qu'on appelle les apports en industrie. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est comme ça que les sociétés fonctionnent. Surtout au début, c'est comme ça, les apports. Donc, vous voyez, la statut juridique, ça montre sous forme des articles. Vous voyez les articles 5, la durée, article 6, article 6, vous voyez. Donc, ça montre comment est structurée la société, comment est organisée cette société, qui sont les dirigeants, voilà, ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme ça le statut juridique. Donc, quand je parle des actionnaires, je fais essayer société anonyme, d'accord? Voilà, on va parler de la différence des deux prochainement. Mais vous devez savoir que quand je parle d'associés, je suis dans la société à responsabilité limitée. Ça sent les associés. C'est le cas ici. D'ailleurs, même ici, c'est approprié pour société le statut, le statut, le statut, voilà, le statut est approprié à la société à responsabilité limitée, ce qu'on appelle Charles. Voilà. Vous voyez, donc toutes les informations là, les apports en industrie, le capital social, voilà, voilà comment ça fonctionne. Vous voyez, les articles, l'augmentation, le droit des parts, transmission des parts sociales, tout est là, tout est en cas de décès, ce qu'il faut faire, comment ça doit se passer, tout est rédigé dans le statut juridique, le lotissement des parts, décès, convention entre sociétés, associés, ouais, les comptes courants, voilà, l'administration de la société, nomination et durée, ouais, dans les sociétés, même les dirigeants, ils ont la nomination et durée des dirigeants. Un DG, par exemple, dans les sociétés à responsabilité limitée, c'est lui qui dirige, c'est ce qu'on appelle le gérant. Par contre, dans les SA, c'est le DG, le directeur général. Mais dans les Charles, c'est le gérant. Et ils ont un mandat, d'accord? On peut les nommer pour 5 ans,
ça peut être renouvelable, ça dépend des actionnaires, comment les associés, voilà, leurs accords, comment ils ont décidé, d'accord? Voilà, c'est un peu ça. Donc, il y a le pouvoir des dirigeants, du gérant, en limite. Donc, dans certaines sociétés, le pouvoir d'une gérance, et celui qui gère la société, ses pouvoirs peuvent être limités. Vous voyez? Voilà, en fonction, c'est les associés qui décident. D'accord? Voilà. Donc, dans le statut juridique, tout est détaillé. L'article, tel qu'ici, je vois, l'article 17, on parle du pouvoir du gérant. Ici, on peut décider, par exemple, pour une telle opération, par exemple, telle décision, le gérant ne peut pas engager la société. Il doit associer, par exemple, les associés doivent être au courant, les associés doivent donner leurs accords. Vous voyez? Donc, il y a toute une organisation. Vous voyez? Donc, en consultant le statut juridique, vous aurez beaucoup des informations concernant la société. Donc, le deuxième point ici, c'est copie du RCCM, l'extrait du RCCM, l'extrait du RCCM également. Vous aurez sept, ils n'ont pas les mêmes rôles, ils n'ont pas les mêmes, les deux documents n'ont pas les mêmes rôles, mais il y a des informations qui se trouvent ici que vous pouvez retrouver également en consultant l'extrait du RCCM ou la copie du RCCM. Donc, la logique, c'est l'extrait du RCCM. Vous voyez? C'est l'extrait du RCCM que vous allez voir certaines informations. Donc, le statut de l'entreprise nous montre comment est structurée cette société, plan organisationnel. Okay? On montre également les propriétaires, ceux qui ont contribué à la construction de cette entreprise-là, ceux qui ont bâti l'entreprise. D'accord? Donc, le statut juridique joue ce rôle-là, nous permet également de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Et la copie du RCCM ici, ça nous montre également, comme je dis, c'est l'acte de naissance, vous voyez, d'une entreprise, l'existence juridique d'une entreprise. D'accord? Voilà. Est-ce que cette entreprise existe juridiquement? Et c'est la question que répond le RCCM. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, on a également ici le PV nominant les dirigeants et les personnes habilitées à signer. Voilà. Dans une entreprise qui appartient à plusieurs personnes, les décisions ne sont pas prises jusqu'à la va-vite. Non. D'accord? Les décisions doivent être prises suite à l'assemblée. C'est-à-dire les associés vont se réunir, vont décider ensemble. D'accord? Et suite à la décision, ils vont monter ce qu'on appelle un PV. Ça peut être un PV de nomination, ça peut être un PV d'une certaine décision concernant la vie de l'entreprise. D'accord? Donc, suite à l'Assemblée, ils vont mettre en place le PV. Le PV là également, ça va, le PV là, tel qu'ici, en matière d'ouverture de compte, ici nous avons un PV nominant des dirigeants et les personnes habilitées à signer. D'accord? Ici, en fait, c'est un PV, c'est un document écrit fait par les associés. Okay? Ils vont, dans ce document-là, vous verrez également les dirigeants, c'est-à-dire ceux qui sont là, qui dirigent la société. C'est-à-dire ceux qui dirigent la société. Vous verrez le gérant, le responsable des ressources humaines, c'est qui, tout, vous verrez ça dans ces le PV de nomination-là, et les personnes habilitées à signer. Vous voyez? En ce qui concerne les signatures, c'est pas n'importe qui peut engager, non. Vous pouvez être un gérant, mais les associés ont limité votre pouvoir. Donc, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire seul. Vous voyez? Voilà l'importance du PV. Donc, le PV permet à la banque de savoir qui est habilité à engager la société. En ce qui concerne, par exemple, la signature des contrats, par exemple, en ce qui concerne les opérations de retraite-dépôt, qui est habilité à le faire, qui est habilité à le signer. Dans certaines banques, on peut désigner, par exemple, le gérant et le responsable finance. Vous voyez? Donc, on peut désigner deux, trois personnes. Vous voyez? Donc, ce sont ces documents qui sont très capitaux. Donc, le cas aussi, ça permet de
comprendre réellement la société. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez prendre ces documents-là, faire ce qu'on appelle le rapprochement, hein, le rapprochement documentaire, c'est-à-dire vous allez prendre certaines informations ici, ouais, ici concernant les associés, et vous allez voir également ici, parce que dans le VRCCM également, il y a en lumière les associés et leur part, ok, part sociale. Vous allez comparer avec le statut juridique, vous allez comparer ces informations-là. Lorsque vous constatez que les informations diffèrent, il y a incohérence des informations, à ce moment-là, vous pouvez alerter. Vous voyez, lors d'entrer en relation, la banque a le droit d'exiger les documents qu'il juge nécessaires, qui vont lui permettre de bien faire ce qu'on appelle le KYC, de bien mener son KYC. Et le client et la société doit le soumettre ces documents-là. Il ne doit pas hésiter. Non. C'est la banque qui exige les documents fournis et la société, à son tour, a l'obligation de venir présenter ce document-là. Mais si la société pense qu'il ne sera pas en mesure de présenter ces documents, à ce moment-là, ben, la société peut décider, la banque peut décider, bon, comme vous ne voulez pas respecter les exigences, alors à ce moment-là, il n'y a pas de relation. On ne peut pas entrer en relation. Donc, voilà. Donc, voilà les documents imposés. Voilà, les documents sont là. Hein, pièces d'identité des mandataires et des dirigeants, justificatifs de localisation. Localisation, ça s'appelle des factures. Bon, qui peut prouver l'existence. Par exemple, si c'est une société qui est en location, on peut exiger à cette société-là de présenter un bail commercial, contrat de bail, voilà, contrat de bail. Voilà, elle peut présenter un contrat de bail. Quand aussi une grande entreprise, mais bon, elle peut, voilà, présenter ces documents que vous voyez ici. C'est très important. Et au niveau de la banque, les banquiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste analyser ces informations-là pour bien connaître ces clients-là parce que ça fait partie des dispositifs de lutte contre le blanchiment du terrorisme. Et voilà. Donc voilà un peu ce deuxième cas. Donc le risque ici, c'est ce qu'on appelle le risque de non-conformité LCB. Hein. C'est le risque de non-conformité. LCB, voilà. Voilà, c'est non-conformité, LCB, lutte contre le blanchiment de capitaux, blanchiment LBC, voilà, lutte contre le blanchiment de capitaux, le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme. Donc, c'est le risque de non-conformité. Hein? C'est de non-conformité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté les exigences de la COBAC en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Voilà pourquoi c'est un risque de non-conformité LCB. Alors, quelle est la cause? Alors, les causes ici peuvent être multiples. Voilà, les causes qui peuvent faire en sorte qu'on arrive à 20 comptes d'entreprise ouverts sans exiger les documents. Les causes peuvent être multiples, peut-être psychologiques, les causes peuvent être liées aux méconnaissances des règles, méconnaissance de certaines pratiques bancaires, ça peut être un manque de formation. Les causes, en tout cas, les causes ici, c'est également sont multiples. Okay? Voilà, donc il n'y a pas qu'une seule cause. Lorsqu'une banque arrive à ouvrir plusieurs comptes sans pièces, c'est peut-être parce qu'ils veulent atteindre un niveau d'objectif. Ils veulent atteindre des objectifs, voilà pourquoi ils se permettent à faire cela. Okay? Donc, c'est ça, on peut dire la pression commerciale, mais la pression commerciale ne peut pas être directement, comment dire, une cause principale d'une non-conformité. Bien que cela stimule cela
amplifie, sinon cela augmente, ok, la pression augmente, c'est-à-dire augmente la probabilité qu'on tombe sur une non-conformité, mais cela ne peut pas être pris en compte comme étant une cause principale. D'accord? Mais les causes peuvent être multiples. Alors, quel est le règlement non respecté? Eh bien, le règlement non respecté, c'est bien ce règlement-là. Okay? On est toujours sur ce même règlement. Alors, quelle référence? Bien, c'est dans l'article 26 où la COVAC exige tous ces documents-là avant d'entrer en relation. L'article 26. Dans ce même règlement, l'article 26, la COVAC exige que puisse identifier, nous montre comment on doit identifier une personne morale. Quand, voilà, donc c'est ça, l'article 26. Donc, le règlement non respecté, ben, c'est ce règlement-là quand la société n'a pas respecté la référence. C'est bien le numéro 26, l'article 26 que la banque FM n'a pas respecté. Voilà, quelles sont les conséquences? Alors, voilà là où ça devient important. Voilà la conséquence. Bon, lorsque les inspecteurs arrivent, okay, la décision ici, la conséquence ne dépend pas de la banque, d'accord, mais elle dépend des constats qu'ils vont réaliser sur le terrain. Parce que lorsque les inspecteurs arrivent dans une banque, ben, ils constatent, ils viennent faire le contrôle sur papier et sur pièce. Voilà, ils peuvent venir, ils viennent dans le service, ils viennent voir les comptes, les relations que vous avez avec les clients, les comptes que vous avez ouverts, ils vont constater. Bon, et ils vont faire leurs analyses, ils vont calculer ce qu'on appelle le taux de non-conformité. Par exemple, en matière de compte ouvert, ils peuvent faire le rapprochement. Par exemple, si vous avez ouvert 200 comptes, par exemple 60 comptes, 60 comptes, vous avez ouvert 60 comptes entreprises. Dans les 60 comptes entreprises, on constate qu'il y a 20 comptes que vous avez ouverts sans pièce d'identité. Ils vont faire le rapprochement. Ils vont faire ce qu'on appelle, ils vont faire un ratio. On appelle un ratio, un rapport. Ils vont faire le ratio. En rapport entre ces deux valeurs-là, ils auront un montant pourcentage. Il peut arriver que après, euh, après contrôle, ils vont constater par exemple sur 60 clients, sur 60 comptes entreprises, il y a 20, il y a 20 comptes non 20 comptes sans KYC complet, c'est-à-dire il n'y a pas de documents complets. Vous voyez, à ce moment-là, c'est en fonction de ça, ils vont prendre des décisions. Donc, en ce qui concerne les conséquences peut être les blâmes, les avertissements, les blâmes, on peut aussi émettre les avertissements. Ah, attention, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. On peut également blâmer, voir si on constate qu'il y a une certaine négligence. Les inspecteurs peuvent, voilà. Ou bien si le cas est encore plus grave, à ce moment-là, ils peuvent retirer l'agrément. C'est-à-dire, la banque ne va plus exercer son activité. Pourquoi même? Tout simplement parce qu'il n'a pas respecté les règlements de la COPAC. Or, les règlements de la COPAC, ça ne se discute pas. Lorsque ces règlements sont mis en place, les banques, alors tout, doivent obligatoirement les respecter. Donc, sur ce cas-là, comme vous voyez, les conséquences, comme je viens de vous dire, c'est multiple. Ça peut être les blâmes, ça peut être on retire l'agrément, vous voyez, ça peut être les avertissements, voilà, et les recommandations. Alors, les recommandations, c'est en fonction des conséquences. Si, par exemple, on retire l'agrément, ben, si on retire l'agrément de FM, suite à ce constat-là, il n'y aura pas de recommandation. Si on vous retire l'agrément, qu'est-ce que vous allez faire? Mais les banques également ont le droit de contester les décisions de la COBAC. Ça peut-être nous allons le développer prochainement. Mais attention, ça ne se fait pas n'importe comment. Parce qu'ici, la COBAC, quand il constate ça, il a plein le droit parce que vous n'avez pas respecté. Donc,
on ne va pas contester la décision de la COBAC. Si par exemple décidez de retirer l'agrément, vous n'allez pas juste le contester juste parce que vous voulez continuer vos activités. En tant que banque, vous avez le devoir de respecter les normes. Et lorsque vous ne les respectez pas, la COBAC à son tour, en tant que superviseur, peut venir vous retirer l'agrément. Okay? Voilà. Donc, les conséquences, il y en a multiples. Et les recommandations, au cas où, si c'est une blâme, si on fait des avertissements, déjà, les inspecteurs eux-mêmes, quand ils viennent, quand ils constatent, eux-mêmes, à leur tour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont également émettre les recommandations. Ils vont faire leur rapport, ils vont envoyer au niveau de, euh, de la COBAC, parce qu'ils viennent travailler, ils vont constater, ils vont rédiger un rapport de non-conformité. Ce qu'ils ont constaté comme non-conformité, ils vont les soumettre auprès de la COBAC. Et souvent, lorsque sur un constat, lorsque la COBAC et les inspecteurs constatent une anomalie dans plusieurs banques, où ils constatent que certains règlements ne sont pas respectés, souvent vous verrez que le gouverneur et le président de la COBAC rédige ce qu'on appelle une lettre circulaire. Ouais, une lettre circulaire qui va rappeler aux professionnels l'existence de certains règlements qu'ils ont constaté que les banques ne respectent pas. Donc, il y a, en dehors des règlements, en dehors des instructions, il y a aussi les lettres circulaires que le président de la COBAC peut mettre en place pour rappeler certains règlements, parce qu'il y a des règlements que les professionnels oublient, il y a des règlements que les professionnels ne tiennent plus compte dans l'exécution de leurs tâches. Alors, par exemple, dans ce cas-là, si on constate que dans plusieurs banques, c'est la même chose, la COBAC peut décider de fermer ces banques, c'est-à-dire retirer les agréments de ces banques, et en même temps, il peut décider de mettre en place, de rédiger une lettre circulaire pour rappeler aux banques l'existence des règlements. Donc voilà ce que je tenais à vous partager ce soir en ce qui concerne le KYC personnel moral. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous allez consacrer à regarder cette vidéo. En tout cas, ce que je veux que vous reteniez dans cette séance de formation, que les banques dans l'exécution de leurs opérations, ils doivent respecter les règlements. S'ils ne respectent pas, les banques s'exposent à un risque de non-conformité. Et le risque de non-conformité, c'est un risque très violent. La banque peut voir son activité être mise à mal ou arrêtée, soit on ferme la banque, on arrête, on retire l'agrément. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas respecté les règlements. Voilà pourquoi vous devez comprendre cela et vous devez les appliquer. Ce n'est pas une formalité. Et nous allons développer, si j'insiste sur ce risque, vous voyez, depuis que je commençais, j'ai parlé de plusieurs risques, mais j'insiste beaucoup sur le risque de non-conformité parce que c'est un risque qui peut mettre à mal une banque. Donc voilà, chers abonnés, cette séance de formation prend fin et nous sommes ensemble et nous allons développer davantage le risque de non-conformité. Voilà, en tout cas, merci. Et surtout, n'oubliez pas, le risque de non-conformité peut également occasionner le risque juridique. Et le risque juridique, vous voyez, il y a des cas aussi, le risque de non-conformité peut directement engendrer le risque de liquidité. Vous voyez, par exemple, sur ce cas-là, prenons le cas où on sanctionne la banque pour avoir ouvert 20 comptes sans exiger les documents imposés par la banque. À ce moment, si on exige, par exemple, la banque va payer 300 millions. 300 millions, c'est quand même énorme. Bon, je suppose, supposons 30 millions. Voilà, supposons 30 millions. Ouais.
Supposons si la banque va payer l'amende de 30 millions. Elle dit, dans cette période-là, la banque va sentir qu'il y aura une tension de trésorerie. Parce qu'il y a une sortie sans un, on n'a pas prévu ça, juste comme ça sera comme une perte. Vous voyez? Ça, c'est pour une banque. Bon, imaginez si c'était un établissement de microfinance qui paie par exemple 300 millions. Vous voyez, ça pénalise la trésorerie de la microfinance. Vous voyez? Tout simplement parce que la microfinance a procédé à l'ouverture des comptes sans respecter le règlement. Vous voyez? Donc voilà ce que vous devez retenir, chers abonnés. Merci beaucoup en ensemble. Que Dieu veille sur vous. Ciao.